Tout pour investir, le coach. Alors en l'occurrence, c'est la coach ce matin. La coach, c'est Brune Ribado-Dumas. Bonjour Brune. Bonjour Lorraine. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Vous étiez avec nous en début d'émission pour décrypter l'actualité. Et là, maintenant, vous allez nous coacher. On se demandait en préparant cette séquence quels étaient les bons conseils que vous pouviez donner à nos auditeurs, auditrices qui sont en recherche de la construction, dans la volonté de construire un portefeuille diversifié autour, par exemple, de thématiques environnementales ou sociétales. Vous l'avez compris, on va parler ESG très concrètement. Comment on fait pour être un investisseur plus responsable? Alors on va être très pratique. Vous allez partager avec nous des anecdotes et puis des cas concrets. D'abord, qui et quand on peut se poser ce genre de questions quand on doit démarrer un portefeuille depuis zéro? La première étape, effectivement, Lorraine, avant de se lancer à investir à droite à gauche, c'est de faire pause, de réfléchir et de s'entourer de professionnels. Mais faire pause et réfléchir, c'est essayer de comprendre quelle va être notre stratégie avant de construire notre portefeuille. Et ça se fait à travers, par exemple, la création d'une thèse d'investissement spécifique ad hoc. On a beaucoup de capital, on a envie de le déployer vers des sujets d'impact. Quelle est ma rentabilité que j'espère? Quel est l'horizon d'investissement? Et quel est l'impact que je veux avoir sur cette planète, cette Terre? Donc la première partie, c'est ça, c'est créer sa stratégie. Et s'entourer de professionnels, parce que c'est complexe, c'est un sujet qui se fait pas facilement tout seul. Donc, il faut être entouré de conseils. Il y a la question de la mise de départ. Dans quelle situation on peut avoir l'opportunité ou le luxe de se dire « je vais prendre le temps de construire ma stratégie d'investissement ». Ça, on peut le faire à partir de n'importe quelle mise de départ. En fait, avec n'importe quel capital, on peut se dire je veux essayer de diriger ce capital vers des projets à fort impact pour la planète plutôt que de le diriger vers des projets qui vont créer des dommages. Donc, il n'y a pas de minimum finalement d'investissement. Nous, chez Kimpa, on accompagne des familles entrepreneuriales, des entrepreneurs qui, par exemple, ont vendu leurs entreprises et qui ont reçu un capital suffisant et qui vont avoir envie d'aligner leurs valeurs avec le capital et avec leurs investissements. Mais pour tout type d'investisseurs, que ce soit des investisseurs retail, des investisseurs plus fortunés, il y a des plateformes qui existent pour pouvoir investir avec cet aspect d'écologie. Bon, on a la volonté, on a une stratégie. Comment on fait pour aligner tout ça avec des objectifs de rentabilité ? Alors l'idée, et pour ça, c'est de passer d'un mode réactif, ce qu'on fait souvent, à un mode proactif. L'idée, souvent, quand on a beaucoup de capitaux, on reçoit beaucoup de projets de familles, de proches qui nous envoient des opportunités d'investissement. L'idée, c'est d'arrêter de réagir comme ça, mais de justement partir à la recherche d'opportunités nous-mêmes ou avec des conseillers. Nous, chez Kimpa, on accompagne ces investisseurs pour leur trouver les opportunités qui sont en adéquation avec la thèse d'investissement qu'ils ont définie comme première étape. Donc, c'est vraiment être réactif à ces opportunités, mais tout en allant chercher dans des événements, sur des plateformes, sur des sites, en se renseignant et en étant bien accompagné pour trouver les bonnes opportunités. Est-ce qu'il y a une grille de lecture que vous poussez chez Kimpa ou que, disons, vos concurrents ou votre écosystème propose, une grille de lecture, une grille de questions à se poser pour savoir si les opportunités d'investissement qu'on envisage sont tout simplement bonnes ou mauvaises? Ça, c'est la clé de notre travail, c'est justement d'être capable de qualifier les opportunités. Donc, on a un gros travail de due diligence qui va dépendre des opportunités, du type d'actifs et qui va dépendre de la maturité des opportunités. Quand on analyse, nous, chez Kimpa, une start-up, on va regarder à la fois des fondamentaux, on va regarder si c'est la bonne équipe pour mener à bien le projet, si c'est le bon timing pour mener à bien cette technologie, cette innovation, si on est sur un marché qui a de l'avenir, on va regarder l'impact net positif de la solution et puis on va regarder évidemment si on pense que dans quelques années l'entreprise va être rentable, elle ne le sera pas tout de suite. En revanche, si on va être sur des opportunités plus matures, là on sait que l'équipe est déjà en place, que le produit a fait ses preuves, donc on va essayer de chercher est-ce que cette entreprise peut se transformer ou quelle est la prochaine étape pour cette entreprise. Donc ça dépend vraiment. On parlait tout à l'heure du cadre de la régulation qui était parfois instable. Nous parlions notamment des nouvelles règles autour des emballages plastiques. Vous nous évoquiez ces sociétés, notamment dans de jeunes start-up ou en tout cas jeunes entreprises qui avançaient sur ce secteur et qui étaient un peu super boostées, un peu alimentées par la gomme réglementaire, on va dire. Quand la réglementation change,
Comment on fait, nous, investisseurs particuliers, pour suivre tout ce qui se passe et être sûr que quand on veut miser sur l'éolien, quand on veut miser sur la réduction du plastique, par exemple, pour avancer de manière thématique, eh bien, on avance dans la bonne direction et on a les bonnes infos. Effectivement, le risque réglementaire, c'est important sur ces sujets, notamment sur ces sujets écologiques, parce que ça bouge très vite. L'objectif pour ça, c'est de s'entourer. Les conseils, il y a des gens dont c'est la profession, justement, d'accompagner et de faire de la veille réglementaire, de la veille technologique sur tous les sujets. On l'a vu, effectivement, avec le sujet du plastique. Il y a beaucoup d'entreprises, des belles startups qui se sont montées. On parle de Pixo, de Bibac, qui se sont lancées pour, justement, déployer ces contenants réutilisables pour notamment les chaînes de fast-food en France. Elles sont freinées par justement ces lois qui ne sont pas appliquées et donc leur business plan malheureusement est un petit peu ralenti. Nous aujourd'hui chez Kimpa, notre rôle c'est justement d'avertir ces clients en leur disant vous êtes investisseur, il y a un risque, cette entreprise peut être boostée par ce risque réglementaire, mais faites attention, prenez le temps et pensez que la loi ne dit pas tout ce que doit faire dans les prochaines années. Quand on vise la construction d'un portefeuille diversifié autour de thématiques ESG, comment on s'assure qu'à l'intérieur d'un portefeuille ESG, à l'intérieur, on est assez diversifié. Parce qu'on a l'impression déjà que de mettre de l'ESG à l'intérieur d'un portefeuille normal, c'est une forme de diversification. Alors si on fait le choix d'avoir un portefeuille 100% ESG, comment on s'assure qu'on n'est pas trop à risque sur l'ensemble de ces investissements? En fait, de la même technique que de l'investissement traditionnel, il faut viser sur différents types d'actifs. Donc on va investir dans du coté, on va investir dans de l'immobilier durable, social et solidaire, on va investir dans des actifs réels d'énergie renouvelable par exemple. C'est quoi des actifs réels? Par exemple, on peut investir dans du champ de panneaux solaires ou dans de l'éolien. Et on n'est pas forcément obligé de faire de l'equity. On peut également faire de l'obligataire, ce qui permet de diversifier le risque. On va investir dans différents types de géographie. On peut investir en Europe, aux États-Unis, en Asie. On peut avoir de l'impact sur la planète entière. Et en termes de lignes de portefeuille, on va essayer d'avoir le maximum sans trop s'éparpiller non plus. Nous, en général, en venture capital, dans les startups, on recommande d'investir entre 10 et 20 lignes de portefeuille en fonction du montant et de notre capital, ce qui va permettre de limiter l'impact que va avoir les lignes de portefeuille qui vont pas réussir, les startups qui vont pas réussir à se déployer, pour pouvoir justement être compensés par les beaux succès qu'ils vont connaître. Justement, le ratio entre opportunités mûres et opportunités moins mûres, comment on le fait dans cette thématique ESG qui est assez... Je vais faire un peu Madame Michu, assez récente. Voilà, l'ESG, on n'a pas forcément des entreprises de 200, 300 ans qui sont cotées au CAC 40. Comment on fait pour être sûr qu'on diversifie aussi en maturité son portefeuille? En fait, on peut investir quand on veut faire de l'impact, on peut investir dans des entreprises très jeunes, innovantes, dans des startups, mais on peut aussi investir dans des entreprises beaucoup plus matures, qui font des millions de chiffres d'affaires, mais qui souhaitent se transformer. Il y a énormément de secteurs aujourd'hui sur lesquels il y a besoin d'une transformation écologique de ces entreprises qui va mettre des années, et c'est là où les investisseurs à impact ont un rôle clé à jouer. Alors comment on fait pour accompagner ces entreprises en transition que vous décrivez avec cet impératif de court terme? Je pense notamment dans le cadre du label ISG qui est assez illisible, pas assez strict, en tout cas très flou, notamment dans lequel on retrouve des entreprises qui sont dans les énergies fossiles ou dans l'automobile par exemple. Comment on fait pour accepter d'accompagner la transition et en même temps être exigeant? Il faut challenger ces sociétés de gestion, effectivement, qui incluent dans leur ligne de portefeuille des entreprises qu'on considère plus ou moins vertes. Il faut être capable de les challenger. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de professionnels qui vont regarder dans les fonds d'investissement, ligne par ligne, dans quoi ils investissent, pour s'assurer que la promesse que les sociétés de gestion font d'investir dans le vert est réelle et tangible. Et comment on s'assure, notamment quand on passe par des intermédiaires, de l'impact réel de ces investissements? Comment on a accès à la donnée au fil des mois, au fil des années, au fil de ces investissements pour être sûr que en fait, notre argent est efficace? Ça, c'est la clé. Effectivement, c'est le sujet le plus complexe, Lorraine, c'est la mesure de l'impact. En fait, c'est très facile d'avoir les performances financières d'un investissement. C'est beaucoup plus dur d'être capable de mesurer l'impact, et notamment en fonction du type d'actif. Par exemple, il y a différentes méthodologies qui existent. Nous, chez Kimpa, pour du venture capital, pour des startups, on utilise des KPIs d'impact, qui sont les KPIs IRIS, qui permettent de définir et de suivre des KPIs comme les tonnes de CO2 évitées, mais des KPIs aussi beaucoup plus précis sur les litres d'eau évités et consommés, ligne par ligne dans le portefeuille, et trimestriellement avoir ces informations extra-financières au-delà de l'information purement financière qu'on reçoit automatiquement. Cette méthodologie, elle va évidemment dépendre de la classe d'actifs dans laquelle on est investi. Quand on a un portefeuille très diversifié,
diversifié, on se retrouve avec des rapports à analyser qui font des pages, des pages et des pages. Des pages et des pages, effectivement, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir être accompagné par quelqu'un qui va être capable de synthétiser toutes ces informations. Nous, chez Kimpa, on travaille sur l'ensemble du patrimoine de nos clients et on est capable de leur dire l'impact de tout leur patrimoine sur toutes les classes d'actifs, mais de leur faire une synthèse concise et qui peut être digérée par les investisseurs. Tout à l'heure, Laurent Grassin de Boursorama rappelait que quand on veut être investi de manière responsable, il faut travailler, il faut lire les rapports, il faut, quand on est actionnaire, aller aux AG. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté, on délègue son verre à une société de gestion quand on investit dans le verre via une société de gestion? Je pense qu'en fait, il faut travailler. On délègue sa démarche verte, vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien, mais en fait, pour moi, il ne faut pas plus travailler que quand on fait un investissement classique et traditionnel. Dès qu'on investit, si on veut avoir un rendement financier, il faut travailler. On ne peut pas investir dans n'importe quoi. Le moindre investissement, même traditionnel, nécessite d'analyser un petit peu l'historique, le marché. Donc que ce soit dans du vert ou dans des investissements plus traditionnel ou neutre, finalement le travail est le même. Nous, on va apporter cette dimension verte, donc il y a des conseillers, il y a des experts qui peuvent vous aider, mais le travail est le même à faire. Voilà, je vous rappelle qu'en fin de tranche, vers 11h45, on parlera de cette refonte du label ISR qui est en cours de discussion à Bercy, à Matignon. C'est quoi l'enjeu principal pour vous de cette refonte du label ISR? La chose que vous attendez le plus en tant qu'investisseur, je voudrais dire. Des choses concrètes et qui facilitent justement les investisseurs pour limiter le greenwashing. Merci beaucoup Brune Ribado-Dumas d'avoir été avec nous, directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Vous êtes avec nous sur cette séquence du coach. On vous accueille maintenant dans le débrief de l'actu. Vous voyez, on monitore évidemment ces sujets impact, ces sujets ESG au quotidien et en fil rouge dans cette émission.